Yep les gens, on est de retour au Muséum d'Histoire Naturelle pour la troisième et dernière partie. Bon, cette partie, je vais la faire différemment. Je vais essayer de la faire plutôt courte, même très courte en fait. Euh, Parce que les seuls retours que j'ai eu sur mes vidéos, ce sont donc des gens que je connais personnellement, qui globalement m'ont tous dit que mes vidéos sont sympas, qu'elles sont intéressantes. Bon, je sais pas si c'est de la politesse ou si c'est vrai. Parce que les gens qui ne me connaissent pas ne me laissent pas de commentaires, ne me laissent pas de likes. Oui, quoique j'ai quelques likes. Mais ne me laissent pas de commentaires. Donc je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Je sais pas s'ils trouvent mes vidéos trop courtes. Non, trop courtes, je crois pas que c'est possible. Je sais pas si les gens ils les trouvent trop longues, ennuyeuses, avec trop d'anecdotes, trop détaillées. Je sais pas. Donc laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Même s'il le faut, disliker, c'est pas grave, hein, mais j'aimerais avoir votre avis sur ce que vous préférez. Donc des vidéos plutôt longues avec plein d'anecdotes comme je faisais avant, ou celle-là qui va être donc beaucoup plus courte. Et de nouveau, bah, n'hésitez pas à partager. J'ai décidé de vous dire ça au début de la vidéo, hein, comme ça je fais bien putain like, c'est bien. Bref. Donc on est donc au troisième étage du Muséum d'Histoire Naturelle. Donc tout ce qui est minéralogie et paléontologie. Pour la paléontologie, je vais y passer rapidement. Parce qu'en fait, l'exposition est en cours de montage. Donc il y a plusieurs choses qui ont été installées, c'est en préparation. Mais il n'y a pas tout, l'exposition n'est pas prête à être montrée. Théoriquement, j'ai une... Non, en pratique, j'ai une autorisation de tournage. Donc je peux aller à peu près où je veux dans la partie publique du musée. Malheureusement, comme c'est une zone en travaux, je suis pas sûr que j'ai le droit d'y aller. Moi, on m'a rien dit quand j'y suis allé tout à l'heure. Je me suis présenté aux gens qui y travaillaient, il n'y avait pas de problème. Mais bon, voilà, j'espère que ça va pas poser de problème. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le montage d'une exposition, c'est plus intéressant. Après, en paléontologie, je vais éviter de trop m'aventurer sur ce domaine. Parce que bon, mon premier abonné, qui est Alexis Rastier, qui est un grand fan de paléontologie, bon, c'est encore un étudiant, mais je peux le dire sans crainte, c'est un professionnel de la paléontologie. C'est lui qui m'a ramené mes 4 abonnés, en le comptant lui, donc 3. Il m'en a ramené 3. Le cinquième, c'est ma copine. Seul au monde, forever alone. Bon. Donc voilà, en paléontologie, je vais éviter de trop m'aventurer sur ce sujet, parce que c'est un sujet que je connais pas vraiment. Moi, je trouve ça sympa en rapport avec Jurassic Park, ce genre de truc, mais je m'y connais pas beaucoup. Je sais reconnaître les 2-3 variétés, mais voilà, je suis vraiment très mauvais. J'espère pouvoir faire une vidéo une fois avec Alexis Rastier, peut-être ici, peut-être ailleurs. On verra bien ce que l'avenir nous permet. En tout cas, moi je le remercie, parce que c'est quand même lui qui m'a ramené mes premiers abonnés. C'est aussi lui qui m'a donné le plus de retours sur mes vidéos, comme je vous disais, de me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, moi je le remercie. La galerie de minéralogie du musée d'histoire naturelle est globalement la galerie la plus technique, je trouve. La plus difficile à appréhender si on s'y connaît pas beaucoup. Bon, elle a une grande partie visuelle, donc c'est tout à fait agréable de pouvoir voir différents minéraux avec leur nom. Mais il y a surtout une grande partie qui est en rapport avec la composition des minéraux, leur forme cristalline, qui est tout de suite plus complexe. Moi je m'y connais un petit peu parce que bon, j'en ai fait un petit peu, je suis un petit peu un touche à tout, je connais un petit peu beaucoup de choses mais en petite quantité. Donc bon, bah, je regarde vite fait, je comprends ce qu'ils disent mais sans vraiment pouvoir l'expliquer ce genre de choses. Moi je vous dis, bah, venez la voir, déjà parce que visuellement c'est tout à fait joli. Donc avec des minéraux taillés, des minéraux bruts, souvent c'est les deux, histoire de pouvoir faire le lien entre les minéraux bruts et les minéraux taillés. Parce qu'un minéral taillé est quand même très différent de son original qui a été poli, tout cela. Donc bon, moi je vous laisserai venir voir. Alors juste, bon, il y a des tranches de minéraux, de nouveau, donc de l'agate par exemple là. Celles-là, elles sont tellement parfaites, tellement impressionnantes que j'ai pas remarqué tout de suite que c'était en fait des vraies tranches. Si on n'y fait pas attention. Bon, on avait limite l'impression que c'était des photos sur un poster, mais c'était vraiment des tranches toutes fines comme du papier avec un éclairage derrière. Très impressionnant. Et il y a également une pièce qui est très intéressante là-bas, où j'ai essayé de vous faire des images, mais ça fonctionne pas parce que ma caméra ne suit pas. Je m'en excuse, hein, comme d'habitude. Elle est haut de gamme, mais elle ne suit pas les environnements basse luminosité. Et si je mets un projecteur, bah ça sert plus à rien.
étant donné que c'est une pièce qui nous permet de visualiser les effets des différents spectres lumineux, donc des longueurs d'onde courtes, des longueurs longues, des longueurs d'onde longues, et les comparer avec la lumière naturelle, et aussi certains minéraux qui sont luminescents naturellement. Donc c'est très intéressant cette pièce. Malheureusement, bon, je vous la montrerai pas parce que je peux pas. Ensuite, bon, il y a beaucoup de minéraux qui sont très impressionnants, comme cette tranche qui est derrière nous là. Cette tranche est en fait un arbre fossilisé. Donc c'est plutôt perturbant au début, mais comment ça peut être un arbre? En fait, quand on regarde, on voit encore certaines des stries des années qu'on a sur les arbres quand on coupe un tronc. C'est très intéressant. J'arrête pas de vous dire que c'est très intéressant, même parce que moi je le trouve. Donc moi j'espère que vous le trouvez, que vous êtes aussi fan que ça. Il y a une autre chose que j'avais une anecdote que je pouvais vous dire tout à l'heure. C'est dans cette vitrine. Bon, c'est les minéraux pragmatites. Je ne pourrais même pas vous expliquer ce terme. Mais par exemple, nous avons cette grosse pointe de quartz qui est tout à fait énorme et gigantesque. Le quartz, c'est un des minéraux les plus présents sur Terre, si je ne dis pas de bêtises. Ce gros morceau vient du Brésil. Et si je dis pas de bêtises, c'est au Brésil qu'on a trouvé la plus grande géode du monde. Bon, une géode étant ces cavités à l'intérieur d'une pierre où toute la surface à l'intérieur est tapissée de cristaux. Je vous mettrai une photo car il y en a plusieurs dans l'exposition. Et en fait, cette géode est la plus grande du monde donc. Et elle fait, je vous mettrai les dimensions en annotation pour pas vous dire de bêtises, mais il y a des cristaux qui font genre 18 mètres de long sur 1 mètre de diamètre. Ils ont fait plusieurs photos avec des gens qui se baladent sur ces cristaux. Elles sont tout à fait incroyables ces photos. On a l'impression d'arriver dans un autre monde, dans des choses tout à fait incroyables. C'est sorti de l'espace ce genre de choses. Bon, il y a beaucoup d'endroits exceptionnels qui sont prévus durant mon voyage. Moi par exemple, j'aimerais beaucoup aller voir cette géode. Malheureusement c'est une géode qui a été achetée et offerte à sa femme de façon honorifiquement d'un milliardaire ou un millionnaire qui a fait ça. Théoriquement c'est une géode privée, mais en fait il a fait ça c'est plus pour la préserver que pour vraiment l'offrir à sa femme. Donc en fait il l'a acheté pour mettre masse de thunes dedans, pour la protéger et la préserver. C'est pas du tout une chose égoïste qu'il a fait, c'est juste pour la préserver. Donc du coup je ne sais pas, du coup ça m'étonnerait que je puisse vous la montrer un jour, et j'aimerais beaucoup pouvoir le faire. De toute façon durant mon voyage il est prévu que je vous montre la plus grande grotte du monde. Qui est la Yan San Dong Cave. Bon, c'est la plus grande grotte du monde. Elle fait 7 km la plus grande grotte au monde découverte actuellement. Parce que le terme découvert est très important, comme elle a quand même été découverte en 2011. La plus grande grotte du monde, ça fait pas très vieux. Elle fait 7 km de long sur 300 mètres de large sur 400 mètres de haut. Pour vous donner une idée, vous pouvez mettre une bonne partie de Manhattan dedans avec les tours. Oui, en fait je vous ai pas mis de photo d'une géode car je pense que ça va être plus représentatif si je vous fais une petite vidéo comme ça avec une énorme géode d'améthyste qui est derrière moi, où globalement je pourrais y rentrer quasiment à moitié. Bon, je sais pas si on la voit très bien sur l'image, donc je vous mettrai quand même 2-3 photos je pense. Bon, je suis revenu au niveau de la vitrine des diamants célèbres. Pour raconter une petite anecdote, comme récemment on a découvert le plus gros diamant brut depuis ces 100 dernières années, qui a été découvert en Afrique et qui faisait plus de 1000 carats, ce qui est tout à fait énorme. À ma connaissance c'est le deuxième plus gros diamant qu'on ait découvert. Le premier étant le Culligan. Le Culligan est un énorme diamant qui brut faisait 3000 carats et qui a pu donner 9 pierres incroyables. Donc bon... nous les avons tous là par ordre de taille et d'importance. À ma connaissance, la plus grande partie font partie des joyaux de la couronne britannique. Bref, et en fait, Culligan bon, a été étudié pendant de nombreuses années, mais son histoire principale qui m'a beaucoup amusé, c'est en fait comment il a été ramené de son lieu de découverte. Parce qu'en fait, quand il a été découvert, ça a fait un grand foin médiatique pour l'époque. Bon, ça se contentait des journaux, du bouche à oreille et ce genre de choses. Mais ça fait suffisamment de bruit pour que les propriétaires de ce diamant s'inquiètent de comment le ramener en Hollande. Parce que je
Je crois qu'il a été taillé par un diamantaire hollandais qu'il a étudié pendant plusieurs années. Et avant de le tailler, parce que bon, le diamant étant quand même le minéraux, la chose la plus dure que nous connaissons, a quand même la possibilité de se casser comme du verre durant la taille. Donc ils sont étudiés très longtemps. Bref. Donc le diamant, pour ramener le diamant en Europe, ils avaient fait un convoi avec le bateau marchand qui transportait le diamant et plusieurs bateaux de guerre qui l'encadraient pour être sûr que personne n'attaque et puisse le voler. Mais c'était un leurre, parce qu'en fait le diamant, d'après la légende, a été envoyé par la poste en fait. Parce que bon, si on s'attend que le plus gros diamant du monde est dans des bateaux et qu'on va éventuellement attaquer les bateaux si on veut le voler, alors que par la poste on s'y attend pas vraiment. Dans la galerie des minéraux, il y a une zone qui m'a un petit peu interpellé. Parce qu'en fait, il y a des petites barrières en verre tout à fait mignonnes. Et en fait, il y a une petite sensation bizarre qui se dégage à cet endroit. Enfin, c'est mon impression. Après, je sais pas si c'est un effet placebo à cause que je le sais ou si c'est parce que c'est vraiment un effet un petit peu particulier. En fait, nous sommes devant une vitrine qui parle des minéraux radioactifs. Donc, bon, c'est certainement pour ça le petit périmètre de sécurité. Bon, je ne sais pas vraiment si on est vraiment protégé parce que, bon, voilà. Mais on voit les couleurs tout à fait sympathiques que les minéraux radioactifs ont. Donc c'est des verts, des rouges, des jaunes. Donc à peu près toutes les couleurs qu'on s'attend. Bon, sauf que les minéraux radioactifs brillent relativement rarement dans le noir. Bon, vous voyez la grosse pierre noire là qui fait globalement une taille de 2 points joints. En fait un morceau d'uranium. Ce morceau pourrait produire suffisamment d'énergie pour remplacer 12 tonnes de charbon. Ce qui est tout à fait positif pour l'environnement, parce que bon, le charbon est quand même l'une des ressources énergétiques les plus polluantes que nous avons, qui en plus nous devons détruire de grandes zones pour pouvoir extraire le charbon. Bon, l'uranium aussi, étant donné que l'uranium est beaucoup plus productif, cela est quand même plus positif pour l'environnement. Après, le nucléaire, en fait, est l'une des énergies les plus propres sur le moment, en fait. Parce que globalement, ça fait pas de CO2, ça fait pas de gaz nocif, ça fait très peu de radiation dans l'environnement proche. Bon, évidemment, il y a plein de gens qui vont me contredire, qui vont dire que c'est un cragne monde, etc., etc. Mais bon, je continue mon raisonnement parce que je m'en fous. Lors de l'utilisation, les matériaux radioactifs sont les plus rentables, les plus propres. Le problème vient de comment se débarrasser des déchets. Parce que les déchets ont une très longue durée de vie. Bon, je viens de quitter la minéralogie. Bon, on n'est pas bien loin, on est juste à côté. Donc nous sommes dans la galerie qui parle de l'évolution de l'espèce humaine. Donc de toutes les étapes, de toutes nos évolutions qu'on a eues pour arriver là où nous sommes. Donc un bipède, une espèce qui marche sur nos 2 jambes, où on a une apparence plutôt droite avec une grande cavité crânienne, pas de fourrure sur notre corps, bon quelques poils. La disparition, entre autres, la disparition des poils est due au fait qu'on portait des vêtements, des choses comme ça. Les poils étant là pour nous protéger. Donc l'évolution nous les a fait perdre au fur et à mesure qu'on s'habillait. On n'avait plus besoin de cette protection. Après, notre évolution estime qu'on est encore trop con pour pouvoir se protéger la tête correctement. C'est pour ça que certaines personnes estiment que nous avons encore des cheveux. Voilà, bref, c'est juste une petite anecdote comme ça. Dans cette galerie, il nous parle donc de toutes les étapes qui nous ont permis d'arriver à là. Et aussi de certaines voies qui se sont terminées en cul-de-sac. Parce que oui, l'évolution n'étant pas quelque chose d'instantané et pour arriver à quelque chose de parfait, et qui d'ailleurs est toujours en cours, il y a eu certaines voies qui sont parties dans une direction et qui n'étaient pas adaptées et qui se sont donc éteintes. Actuellement, nous sommes toujours en train d'évoluer. Notre corps s'adapte à notre environnement, à notre mode de vie, à comment on travaille, comment on vit, tout cela. Par exemple, par rapport au Moyen-Âge, nous sommes beaucoup plus grands actuellement. Nous avons également, d'après mes connaissances, un buste plus court qu'à l'époque, avec des membres de plus en plus longs. Globalement, notre boîte crânienne continue à grandir également. Ce qui fait qu'on pourrait très bien arriver dans plusieurs siècles, hein, évidemment, voire plusieurs millénaires, plusieurs millénaires d'ailleurs, à ressembler à globalement des petits gris. Donc vous savez, ces extraterrestres qui ont un tout petit buste, une très grosse tête et des longs bras, des longues jambes. Globalement, on pourrait ressembler à ça dans le futur. En beaucoup plus grand évidemment, parce que les petits gris, on les représente de cette taille, hein, ou même peut-être plus petits parfois.
Mais globalement, d'après certains chercheurs, d'après certaines études, on pourrait très bien arriver à cela. Étant donné, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, nous sommes donc après la galerie minéralogie, qui se situe juste là. Et donc nous sommes dans l'exposition qui est en train d'être installée, qui va donc parler de la paléontologie, l'archéologie, tout ça, toutes les choses qui ont rapport avec cela. Bon, comme je vous disais, il y a donc l'exposition qui est en train de se monter sur la paléontologie. J'ai discuté un petit peu avec le scénariste, donc celui qui met en scène les objets, les squelettes, tout cela. En fait, cette exposition va être temporaire, elle va durer 4-5 mois apparemment. Et en fait, elle commence le 4 septembre, ce qui est dans moins d'une semaine, si je dis pas de bêtises. Et en fait, je vous laisse imaginer la quantité de travail qui reste à faire. Après, le groupe c'est tout à fait intéressant, donc j'ai pu écouter ce qu'il disait, poser d'autres questions. Moi qui suis entre guillemets un néophyte et qui aimerait vous faire découvrir des choses, donc j'ai posé plein de questions, des choses comme ça. Bon, parmi les squelettes qu'il y a d'exposés, bon, entre autres, nous avons donc un jeune T-Rex qui est là-bas, qui est jeune, hein, il doit faire 3 mètres de haut, mais c'est un jeune. Parce que bon, de toute façon, si vous venez voir l'exposition, vous verrez que lui, sa tête fait dans les 80 cm à mètre de long, alors que là-bas, il y a un crâne d'un adulte qui est une reproduction qui est exposée, qui doit faire dans 1,50 m, 2 mètres de long. Donc vous verrez bien la différence. Donc bon, nous avons un juvénile et sa maman qui va être là, entre guillemets. Bon, ça peut être son maman, son papa, on ne sait pas, parce que de toute façon, ce sont des reproductions. Et la chose que j'ai appris, c'est que les originaux de ces reproductions, en fait, sont très souvent des assemblages de différents spécimens. Parce que bon, c'est très rare qu'on trouve un squelette entier en une seule fois. D'ailleurs, c'est même plus que très rare, c'est même improbable. Comme toutes les contraintes géologiques, ça fait plusieurs milliers d'années qu'ils sont sous terre, donc ça a bougé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc en général, ce sont des assemblages de différents squelettes de la même espèce pour pouvoir en faire un complet. Et donc bon, là, ce sont des moulages, si je dis pas de bêtises. Donc là, globalement, pour l'exposition, ils vont en mettre un, la maman du petit, là tout mignon, qui va faire 17 mètres de long. Donc globalement 17 mètres de long, je pense que la queue va toucher le mur et que la tête va se situer quelque part par là. Bon, après nous avons un stégosaure. Moi je vous dis les plus connus que je connaisse, parce que sinon je vais me faire engueuler par mes amis paléontologues si je leur dis des conneries. Et en fait, il y a ces vitrines qui ne sont pas encore finies. Bon là ça va être une omoplate, là c'est un fémur si je dis pas de bêtises. Et en fait ces fémurs vont être éclairés et ils vont être plutôt bien visibles. Et en fait, comme c'est du toc, si quelqu'un y touche, en fait, ils ont décidé de faire une vitrine en mode super classe. C'est tout le travail du scénariste. Donc, c'est donc un scénariste qui réalise les expositions, qui met en scène les animaux avec les posters à l'arrière. Donc, moi, je vais faire en sorte de revenir vous prendre au moins 2 ou 3 photos, histoire de vous montrer quand l'exposition sera finie. Mais moi, globalement, cette ambiance d'installation, je trouve ça très intéressant. Avec toutes les différentes façons de stocker les pièces, tout cela. En plus, il y a beaucoup de pièces, comme c'est une exposition qui va être temporaire. C'est un travail énorme, c'est incroyable. Je pensais pas qu'on faisait un travail aussi énorme pour pouvoir faire une exposition temporaire. Parce que normalement, les expositions temporaires font la pièce qui est là-bas, l'autre côté du puits central du musée. Donc les expositions étaient bien, mais plutôt petites. Et là, elle est vraiment énorme, celle-là. Il faut un travail de fou pour un temps plutôt court. C'est tout à fait, voilà, c'est incroyable qu'ils fassent ça pour nous. Et entre autres, je me demandais pourquoi il y avait à manipuler avec des gants sur celle-là. Et en fait, la raison est relativement simple. En fait, c'est une météorite qui va être exposée pour expliquer je ne sais pas quoi, parce qu'il n'y a pas encore les textes, évidemment, comme vous voyez, les bois sont bruts. Et en fait, cette météorite doit être touchée avec des gants pour éviter qu'on la contamine avec des acides aminés, des choses qu'on a sur nos mains. Pour que si on fait de nouvelles études, de nouveaux tests sur elle, elles ne soient pas contaminées et que les résultats ne soient pas faussés. Ce qui serait tout à fait dommage avec quelque chose qui a plusieurs milliers d'années et qui pourrait nous apprendre encore beaucoup de choses. Parce que bon, globalement, à chaque fois qu'ils décident de réétudier un objet dans ce genre-là, ils découvrent des choses. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que bon,
globalement les scènes, les couloirs là sont très vides. Il y a plusieurs objets qui sont montrés, mais bon, je ne vais pas tous vous les montrer, comme ça vous viendrez voir l'exposition temporaire. Bon, je suis au niveau du puits de lumière au début du musée, donc celui qui fait tous les étages et qui arrive dans le hall, avec ce magnifique cristal de quartz fumé tout à fait énorme et incroyable. Bref, j'espère que ce format plus court vous aura plu. J'espère que vous me laisserez des commentaires cette fois, des likes et des dislikes, mais surtout des commentaires avec votre avis. Des choses à améliorer, si ça vous a plu, si c'est parfait, si c'est nul, peu importe, moi je prends tout. Parce que c'est surtout comme ça que les vidéos vont aller vers un format qui vous plaît. Parce que si je fais un format qui vous plaît pas, bah ça sert à rien que je continue ce format-là. Moi j'ai envie de vous intéresser, vous faire découvrir des choses. Donc si je vous fais un format qui vous plaît pas, bah ça sert à rien que je le fasse. Donc dites-moi, laissez-moi votre avis. Dites-moi ce que vous pensez, les choses ont changé, tout ça. Laissez un like. Si ça vous a plu, bah partagez-le à vos contacts, invitez-les à aimer la page Facebook. Faites-moi connaître. Et également partagez mes photos sur ma page Facebook, ça m'aiderait à me faire connaître. C'est vraiment la meilleure façon pour m'aider à développer le projet, ou faire d'autres lieux. Parce que bon, globalement, je vous ai fait 10-11 vidéos maintenant. 11 vidéos, je vous ai parlé de 6 lieux différents, ce qui est quand même pas mal. Mais voilà quoi, j'aimerais avoir plus de notoriété, pour pouvoir avoir plus de poids quand je demande une autorisation de tournage, pour pouvoir les avoir plus facilement. Donc faites-moi connaître, c'est la meilleure façon de soutenir le projet. Bah merci beaucoup les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu et à plus.